Petit applaudissement. Bonjour. Je vais vous présenter un problème de synchronisation des accès concurrents à un fichier. Problème qui va en fait me servir de prétexte pour parler de comment je conçois en Rust des abstractions qui manipulent les fichiers, donc en aidant du système de type, évidemment. Donc le problème est le suivant. Donc, ce que j'appelle file locking dans mon titre, c'est un protocole coopératif entre des processus indépendants ou des threads d'un même processus pour synchroniser les accès concurrents aussi bien en lecture et en écriture à un même fichier, donc sans que tout le monde ne se marche dessus. C'est-à-dire que les readers ne doivent pas observer d'update partiel, et de même un writer ne doit pas écraser sans faire exprès la modification d'un autre writer. Donc essentiellement, c'est ce qui ressemblerait à un mutex pour un WLOG ou tout autre type de log pour de la mémoire normale, mais ici ce serait sur des fichiers. Et comme ça n'existe pas vraiment les logs obligatoires sur les fichiers, voilà, on se contente d'un protocole coopératif, c'est-à-dire que pour que ça marche, tout le monde doit respecter ce protocole. Donc, j'ajoute la contrainte supplémentaire que mon protocole doit marcher sur un serveur de fichiers en réseau utilisant le protocole NFS. Donc, le NFS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui permet de monter un serveur de fichiers en réseau sur sa machine. Et le serveur de fichiers se comporte comme une extension du file system. En quelque sorte, on peut faire des opérations sur les fichiers, faire des ls, écrire, etc. Et le kernel va traduire automatiquement, de manière transparente, les opérations d'IO en opérations réseau. Ça fait que du point de vue de l'utilisateur, on ne se rend pas compte que les fichiers sont hébergés en fait à distance. Et alors c'est important pour le problème parce que si on regarde les primitives qui sont fournies par un OS de type Unix pour faire exactement ce que je dis, c'est-à-dire du file locking, il y en a deux en fait. La première qui sont les advisory logs POSIX, qui ont beaucoup de problèmes de design, donc qui sont assez peu recommandés, à vrai dire. La deuxième qui est le plus utilisée, qui est héritée de BSD et qui existe aussi sur Linux, qui s'appelle flock. C'est en général ce qui est utilisé. Typiquement, c'est ce que le Cargo, le package manager de Rust, utilise pour synchroniser les accès à ses registres internes, dans le cas où il y a plusieurs instances indépendantes de Cargo qui pourraient tourner en même temps et modifier les registres. Le problème de ces deux API de haut niveau, c'est qu'elles ne marchent pas sur un serveur NFS. Voilà. La deuxième, c'est pour Flock, c'est de notoriété publique. La première, disons qu'elle est théoriquement supportée par le protocole, mais en pratique, toutes les implémentations sont buggées. Vous pouvez regarder, vous pouvez demander aux développeurs de SQLite qui utilisent les POSIX Advisory Logs, ils ont beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Donc, ça veut dire que pour résoudre mon problème à moi, il faut que je descende un peu plus bas. Il faut que j'utilise des primitives un petit peu plus bas niveau qui ont l'air en tout cas d'être atomiques du point de vue du CLI. Donc, la plus connue, c'est la création de fichiers en mode exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux créer un fichier à un chemin donné, un chemin A, si je choisis le mode exclusif, quand j'essaie de créer mon fichier, si le fichier existe déjà, la création échoue. Donc, pourquoi c'est un mécanisme de synchronisation? C'est si j'ai deux personnes qui essayent de créer en même temps un même fichier à un chemin A, ben, il n'y en a qu'un seul des deux qui peut vérifier. Donc, avec ça, on peut implémenter un système j'appelle de log file. C'est typiquement si je veux protéger les accès à un fichier file, eh bien, avant toute chose, j'essaie de créer en mode exclusif un fichier de log à côté file.log, par exemple. Si j'y arrive, très bien, je peux faire mon opération de lecture, je peux modifier le fichier, etc. Puis quand j'ai fini, je remove le log. Et si j'y arrive pas, bah, j'attends. Voilà, j'attends un peu. Ça veut dire que quelqu'un a créé le fichier de log avant moi. J'attends qu'il le supprime, qu'il ait fini, et puis je réessaye. Dans la même veine, on a link. Donc link, c'est quoi? C'est pour les hard links. Hein. C'est-à-dire qu'on a un chemin A, qu'on crée un hard link vers un chemin B, et bien on a deux chemins, le chemin A et B, qui pointent vers le même fichier physique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudra supprimer les deux chemins pour supprimer le fichier physique sous-jacent. Link fonctionne de la même manière. Si j'essaie de faire un link vers un chemin B, ça ne réussit que si le chemin B n'existe pas déjà. Donc, on peut
faire la même petite danse, au lieu de créer le fichier de log directement, ici on commence par créer un fichier temporaire avec un nom unique, donc randomisé pour faire en sorte qu'il ne clash avec aucun fichier existant. Et ensuite, en deuxième étape, on essaie de le linker vers le nouveau chemin file.log. Si on a réussi, c'est qu'on a réussi à acquérir le log, sinon on attend un petit peu. Donc voilà, ça c'est les techniques assez classiques. Je pense que pas mal d'entre vous peut-être ont déjà rencontré une erreur du genre oui, machin.loc est encore là, vous avez vérifié s'il n'y a pas une autre instance du process qui tourne, et en fait il n'y a pas d'autre instance du process qui tourne. Voilà, le problème de ce système de log file, c'est que si un process meurt juste après avoir écrit le log, mais avant de l'avoir supprimé, eh bien ça bloque tout le monde. Et de façon similaire, il n'y a pas de mécanisme pour savoir quand un log a été libéré. On est obligé d'attendre 1, 3, 5 minutes, de vérifier si le log est encore là, et puis de réessayer. Donc voilà les inconvénients. Et si on est prêt à sacrifier un petit peu plus d'espace disque, moi je vous propose un protocole un peu différent, qui est basé sur Link aussi. Donc l'idée c'est qu'au lieu de considérer qu'on va modifier directement le fichier, on va considérer que le fichier est immutable et que chaque modification va créer une nouvelle version du fichier. Donc typiquement ça veut dire que les readers, donc voilà, je vais avoir mes versions successives, file.1, file.2, file.3, voilà. Mes readers c'est très simple, ils ont juste à faire un ls et à regarder quel est le numéro de version le plus haut, et à lire depuis ce fichier. Mes writers, pour créer une nouvelle version, c'est assez simple aussi. Donc, supposons que voilà, la version initiale c'est file.1, moi je suis un writer, je veux faire une modification à l'écrire dans file.2. Donc je commence par lire le contenu file.1, je commence à faire ma modification, je l'écris dans un fichier temporaire avec un nom unique. Donc là, avec aucun autre nom existant. Une fois que j'ai fini, j'essaye de faire un link, un hard link sur file.2. Soit je réussis, très bien. Soit je ne réussis pas, ça veut dire que quelqu'un a écrit file.2 à ma place. En fait, quelqu'un, pendant que je travaillais, a fait une modification sous mes pieds et a écrit la deuxième version du fichier file.2. Auquel cas, eh bien, je peux réessayer en relisant directement cette nouvelle version file.2, en réécrivant dans le fichier temporel, en essayant à nouveau de linker vers file.3, etc., jusqu'à ce que j'y arrive. Donc là, on a en quelque sorte supprimé les deux inconvénients précédents, parce que on n'a plus besoin de poler pour savoir si un fichier de log potentiel a disparu, non. Si on voit si on constate que quelqu'un nous a battu, a réussi à écrire la nouvelle version avant nous, eh bien, on peut réessayer tout de suite avec la version qu'il vient d'écrire, réappliquer nos modifications, réessayer de link. Et puis si un process meurt, soit il a réussi à link et la question ne se pose pas, soit il n'a pas réussi, et au pire, il reste un fichier temporaire qui pourrait être cleané de façon asynchrone un peu plus tard, organisé sur des heuristiques comme le constant. Voilà. Alors, maintenant, si je voulais écrire une API en Rust qui implémenterait ce protocole, comment je m'y prendrais? Donc, je pense que de façon générale, quand on écrit des API qui manipulent des fichiers en Rust, il y a deux choses qu'il faut avoir à l'esprit. La première, c'est que les fichiers en Rust interagissent d'une façon un peu bizarre avec le système de type. En quelque sorte, ils échappent au système de type, un peu comme des pointeurs raw, des pointeurs bruts qu'on utiliserait quand on écrit du code safe. La deuxième chose, c'est que donc, les fichiers, c'est quand même, ce sont des objets compliqués, ce sont des objets bas niveau, et finalement, en fait, les gens s'en fichent des fichiers. Ce qui les intéresse, c'est le contenu des fichiers. Donc, je pense qu'en construisant des couches d'abstraction successives, ce qui est important, c'est que la dernière couche d'abstraction ne parle plus de fichiers, ou quasiment plus, parle uniquement du contenu. Donc, je vais m'attarder un peu sur le premier point. Qu'est-ce que j'entends quand je parle des interactions entre le fichier et le système de type? Donc, en Rust, vous le savez, il y a des règles d'aliasing très strictes. Typiquement, une seule référence mutable peut exister à la fois dans le programme, et il ne peut pas coexister une référence mutable et des références non mutables vers un même objet. Donc c'est un moyen à la fois d'éviter les bugs d'aliasing typiques qu'on a en C++, mais aussi d'éviter les race conditions, parce que si tout se fait à travers de références non mutables, par exemple, on sait qu'on ne peut pas muter les objets, sauf s'ils sont derrière
des wrappers spéciaux tels que mutex, etc., qui autorisent la mutabilité intérieure. Les fichiers, finalement, c'est un peu tout le contraire, parce que n'importe qui peut les ouvrir à n'importe quel endroit dans un process séparé. Quelqu'un peut dupliquer un file descriptor et recréer un fichier avec, et faire des accès concurrents aux vôtres sans que vous le sachiez. Voilà, un autre process peut écrire dans un fichier pendant que vous êtes en train de le lire, et personne ne lui dira rien. Et on pourrait se dire que, par exemple, Rust pourrait essayer de fixer ça en disant, par exemple, on ne peut faire de l'IO que sur une référence mutable sur un fichier. Voilà, on pourrait se dire comme ça empêche les gens de faire des accès concurrents à un même fichier. Ce serait dans l'esprit de Rust, on va dire. Mais en fait, ce serait une fausse sécurité parce que je peux toujours dupliquer mon file descriptor, créer un nouveau file avec, et là j'ai un objet complètement indépendant qui n'est plus du tout une référence vers mon objet file initial et sur lequel je peux continuer à faire des opérations. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est unsafe au sens du Rust unsafe, c'est-à-dire d'éviter la corruption mémoire et plus généralement les undefined behavior. En fait, non, c'est pas unsafe parce que quand on écrit, quand il y a deux process qui écrivent en même temps dans un fichier ou deux threads, en fait, c'est le kernel qui va synchroniser les accès finalement. Il va les synchroniser de façon assez grossière, ce qui fait qu'on n'est jamais trop sûr du résultat qu'il va y avoir à l'intérieur du fichier, mais ça va pas changer de manière, ça va pas entraîner de miscompilation ou changer l'exécution du programme d'une manière qui n'est pas possible, ou bien créer de kernel panique ou de trucs comme ça. Donc, dans ce sens, ce n'est pas unsafe au sens Rust unsafe. À vrai dire, même donc, en Rust, il y a un trait qui s'appelle FromRowFD qui permet, à partir d'un file descriptor brut, de créer un objet file. Cette fonction est marquée unsafe, par exemple, mais en fait, quand on regarde de plus près, par exemple, si je prends un file descriptor donné, un file descriptor brut que je viens d'obtenir, et que je crée deux objets files sur ce même file descriptor avec FromRowFD, qu'est-ce qui va se passer quand mon premier objet file va être droppé, le destructeur va tourner, ça va close mon premier file descriptor, enfin mon file descriptor tout court, unique justement, qui est partagé entre les deux, très bien. Quand le deuxième quand mon deuxième objet file va être droppé, je vais réappeler close sur le file descriptor et j'aurai une erreur. Voilà, il ne va rien se passer de grave en fait. Et pareil, si je file un file descriptor invalide, le kernel me renverra une erreur à un moment ou à un autre, mais je ne vais pas corrompre ma mémoire, je ne vais pas modifier l'exécution du programme de manière bizarre. Et en fait, la raison pour laquelle FromRowFD est unsafe, c'est que à l'époque, quand on a créé l'API, en fait, on ne comprenait pas trop pourquoi, si ça devait être unsafe ou pas, mais on s'est dit, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe si on donne des files descripteurs invalides, on va dire que c'est unsafe. Comme on ne comprenait pas trop, d'ailleurs, ça fait qu'il y a des gens ensuite qui se sont mis à utiliser les files descripteurs de manière un petit peu trop libérale, y compris dans des crates très utilisés, typiquement le crate Nix, qui est très pratique, qui encapsule plusieurs API Linux de manière safe. Voilà, il utilise les files descripteurs de manière un petit peu trop libérale. Et en fait, on s'en est rendu compte que bien plus tard, je pense que c'était l'an dernier, que en fait, le fait que FromRowFD soit unsafe, ça permettait de créer des wrappers safe autour de mmap, par exemple, de mmap sur des régions de mémoire anonyme. Et en fait, on s'est rendu compte que si FromRowFD n'était pas unsafe, alors il n'était pas possible de créer une API safe autour d'un mmap anonyme, et inversement. Mais voilà, c'était pas pour les bonnes raisons qu'on a marqué ça unsafe, et ça fait que les gens n'ont pas forcément eu une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les files descriptors, etc., ce qui a donné l'utilisation un petit peu trop libérale qu'il y a dans Nix, et qui va devoir, Nix devront probablement, une fois que la RFC que je cite sera publiée, Nix devra probablement publier une version Unbreaking Change pour ces raisons-là, pour fixer les problèmes qui existent. Cependant, donc même si ce n'est pas unsafe en termes de memory safety, ce sont les mêmes problèmes que Rust essaie de résoudre, c'est-à-dire d'empêcher les data races. D'une part parce que sur la vraie mémoire, ça peut causer des problèmes de corruption de mémoire ou de miscompilation, mais aussi surtout parce que c'est facile d'avoir des bugs quand on ne synchronise pas ces accès, ou quand on n'a pas des choses fortes comme le compilateur qui nous empêchent de créer des accès concurrents non synchronisés.
Donc, si je prends mon exemple de mon TMP, de mon fichier temporaire de tout à l'heure, si je veux résoudre mon problème, par exemple, moi, mon but à la fin, c'est que les versions successives que je crée deviennent immutables. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on puisse continuer à écrire dans le fichier une fois que quelqu'un a réussi à linker sur une nouvelle version du fichier. Parce que sinon, ça veut dire que mes readers peuvent observer des updates partiels, par exemple, ce dont je n'ai pas envie. Donc comment je fais ça? Eh bien, j'utilise l'encapsulation. Donc là, j'ai mis un exemple d'une implémentation d'un fichier temporaire. Mon fichier temporaire, donc voilà, je l'appelle creating pour le créer. Et en fait, je masque à la fois le chemin et le fichier à l'utilisateur, de sorte que personne ne peut deviner le chemin parce que je l'ai choisi de manière randomisée. Donc personne ne peut ouvrir mon fichier par ailleurs et créer une nouvelle référence vers mon fichier sous-jacent. Personne n'a accès au fichier interne de mon TMP file non plus parce que j'ai réimplémenté les traits read et write sur mon TMP file de sorte que tout le monde est obligé de passer par ces traits, ne peut pas accéder directement au fichier. Donc on ne peut pas non plus cloner le file descriptor ou faire des trucs bizarres pour récupérer le file descriptor, réouvrir le fichier. Qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? J'ai gagné que maintenant tous les accès à mon fichier temporaire doivent être faits via ce TMP file. Il est impossible d'accéder en écriture ou en lecture au fichier sous-jacent d'une autre façon qu'en accédant à l'objet TMP file que j'ai créé avec creating. Sachant que ce TMP file lui-même référence lui-même un chemin unique puisque randomisé. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce que j'y gagne à faire tout ça? Et bien c'est là que maintenant j'ai réussi à encapsuler tout ça et à éliminer finalement tous les moyens détournés qui permettent d'aliaser le fichier. Et bien je peux me servir du système d'aliasing de Rust pour empêcher aussi d'aliaser l'objet, un objet de type TMP file lui-même. Et comment je peux faire ça par exemple? Donc là j'ai l'exemple d'une fonction qui s'apprête à linker mon fichier temporaire vers son chemin définitif. Eh bien je peux transférer le ownership de mon TMP file dans la fonction linkTo. Donc les règles d'aliasing de Rust font que plus personne, à partir de ce moment-là, plus personne ne peut avoir de référence sur mon TMP file. Parce que j'ai transféré l'ownership, j'ai fait un move. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Il suffit que je fasse que toutes les modifications qui étaient encore en vol, qui n'avaient pas été synchronisées sur le disque par l'OS, soient effectuées. Donc c'est ce que je fais en appelant SyncData. Et à partir de ça, je sais que plus personne ne peut modifier mon fichier temporaire. Et donc si je le link, il devient parfaitement immutable. Donc les readers ne peuvent plus jamais observer d'update de ce fichier. Voilà. Pour la solution un peu générale au problème, donc moi je trouvais que l'approche essayer de créer la nouvelle version en comparant ce qu'on pense être la version actuelle, essayer de créer le numéro de version plus 1 et si on n'y arrive pas on essaye. Voilà, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à quand on fait des compare and swap, compare exchange avec des atomiques. Donc voilà, j'ai appelé l'abstraction de mon fichier atomic file qui en fait abstrait des versions successives, il n'y a pas qu'un seul fichier comme je l'ai dit. Dessus du coup c'est un peu comme un atomique, j'ai une méthode load qui charge la dernière version, ou en tout cas ce qu'on pense être la dernière version à un instant T, on ne peut jamais en être sûr évidemment. Je rajoute une petite encapsulation supplémentaire qui se rappelle du numéro de version, parce que je vais m'en servir quand je vais créer mon link, il va bien falloir que je crée le numéro de version plus 1, donc d'une part il faut que je me rappelle de mon numéro de version, et d'autre part surtout il ne faut pas que je puisse inventer des versions, il ne faut pas que je dise ah oui mais je pensais que la version c'était la version 36, alors qu'on était la version 21, parce que si je dis ça, si je suis capable de dire oui je pense que la version actuelle c'est la version 36 et que j'essaie de créer la version 37, bah, je vais réussir en fait, je vais réussir alors que c'est pas la bonne version successive. Donc, encore une fois, ici, l'encapsulation permet, comme le seul moyen d'avoir un read-only file, c'est de l'obtenir via un load, ça m'empêche d'inventer des numéros de version, en quelque sorte. Et du coup, mon opération compare and swap, qui, elle, va faire le link, va essayer de faire le link, elle prend en argument un read-only file, d'une part, et un TMP file que je m'apprête à linker d'autre part. Et pour la signature de la fonction, du coup, c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, et qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les règles d'aliasing de Rust.
Donc, pour Self, c'est assez simple. Finalement, mon but, c'est de créer un fichier que je peux accéder de façon concurrente, même par des process différents. Donc, évidemment que Self doit être pris par référence non mutable. Read-only file, c'est juste, ça contient juste le numéro de version et le chemin. Pas de raison qu'on ne puisse pas le réutiliser. Enfin, en fait, d'ailleurs, read-only file, il va y avoir plein de versions de read-only file. L'objet de read-only file va être dupliqué plusieurs fois, en fait. Parce que si plusieurs personnes différentes travaillent sur la même version du fichier, sont en train de créer une modification qui va travailler sur la même version du fichier, ils vont avoir le même read-only file logique. Donc pareil, pas de raison de limiter l'accès, donc ce sera aussi une référence mutable. Et puis, pour le TMP file, j'ai déjà vendu la mèche tout à l'heure. Si on le prend par valeur, donc si on transfère son ownership dans la fonction, eh bien, on a toutes les garanties précédentes que j'avais évoquées. Voilà. J'ai dit un dernier truc, j'ai dit que à la fin, les API finales, idéalement, elles devaient faire abstraction des fichiers, elles ne devaient parler que des données. Donc là, mon API d'avant, elle était quand même encore un petit peu bas niveau, c'est-à-dire que déjà, elle parle toujours de fichiers, il y a file dans le nom, et en plus, il faut gérer soi-même la boucle. Voilà, c'est si j'arrive pas à faire mon compare swap, eh bien je recommence, etc., jusqu'à ce que j'y arrive, et à chaque fois, je dois écrire les données dans un fichier temporaire, sérialiser mes données, etc. Voilà, ce qui est un petit peu difficile à faire. Donc moi je propose encore une API un petit peu plus haut niveau qui va faire la boucle à ma place et qui prend en argument une fonction qui va modifier le contenu du fichier. Donc par exemple je peux voir le fichier comme une slice de 8 hein, et donc la fonction que l'utilisateur passe, elle prend en argument le contenu du fichier et elle retourne un nouveau contenu, et c'est la fonction modify qui s'occupera de faire la sérialisation et de faire la boucle. Et si je veux faire un truc encore plus rusty, eh bien, je peux même prendre un objet sérialisable JSON, et si mon fichier par exemple c'est un fichier JSON, et voilà, et manipuler carrément un T directement dans ma closure hop, et puis faire en sorte que Modify JSON fasse la sérialisation flux. Voilà, donc voilà, je fais un micro-exemple de ce que ça donnait avec Modify JSON, qui est que là j'ai ma structure. Et puis vous voyez ici Modify JSON, en fait je modifie directement un objet de type foo, et à aucun moment je ne parle de fichier. Et puis à la fin je peux vérifier que, donc là j'ai deux threads en parallèle qui incrémentent un compteur en même temps, et je peux vérifier qu'à chaque exécution de mon programme, mon compteur sera bien égal à 1 modulo 2. Je fais toujours deux incrémentations, là que ça commence à 0, donc 0, 1, puis 2, 3, puis 4, 5, etc. Voilà, ça sera tout pour moi. On a un peu débordé sur le timing, mais on a quand même quelques minutes, 2-3 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans l'audience? Oui, monsieur, devant. Est-ce qu'il y a, avec votre système de lock, il y a un moyen d'éviter que ce soit toujours les mêmes qui ont accès au lock? A priori, non, il n'y a pas de moyen d'éviter, donc c'est un lock qui n'est pas faire en effet. Il y a possibilité de famine. Après, l'idée c'est que normalement, si tu commences à sortir à des fichiers de lock, tes updates sont censés être relativement basse fréquence. Il y a peu de chances, déjà il y a peu de chances de base que deux personnes essaient de créer une version en même temps, mais surtout en effet, quand tu te fais bloquer, il y a une forte chance que tu réussisses à faire approcher. Mais a priori, c'est tout à fait possible qu'il y ait un process qui soit en famine, en effet, qui n'arrive jamais à obtenir un lock. Dans ce cas, il faut s'assurer que son workload fasse que ce cas ne soit que théorique. Parce qu'on est d'accord by design, finalement, ça ne gère pas la forte concurrence sur le fichier, parce qu'il y aura beaucoup de déchets. Exactement, exactement. En fait, voilà, c'est pareil pour le. Enfin, finalement, c'est pareil avec tous les locks qui n'ont pas de mécanisme de fairness. Si tu as une forte concurrence, tu as un fort risque d'avoir une famine. J'avais vu une autre question, oui. Moi, c'est plus une question par rapport à l'usage de SQL et Link. Tu as regardé Rename? J'ai regardé quoi, pardon? Est-ce que tu peux parler juste un tout petit peu plus fort? Est-ce que tu as regardé Rename? Alors, oui, mais Rename, qu'est-ce qui se passe?
Donc alors, j'ai mon fichier file, ok, j'écris mes modifications dans un fichier temporaire, disons, appelons-le A. Il y a une autre personne, elle écrit aussi ses modifications dans un fichier temporaire B. Je fais mon rename de A vers file, et que juste derrière B fait son rename de A vers file, bah, potentiellement j'ai perdu mes modifications parce qu'il n'en a pas tenu compte. Tu vois? Je pars du principe que file n'existe pas et que tu as un file qui dit ce que le fichier a été créé Non, je vois pas ce que tu veux dire. Moi, je pense que ce que tu dis n'est pas possible. Parce que sinon, en effet, les gens ne feraient pas des log files. Mais l'idée, c'est que s'il y a deux renames qui sont en même temps sur le même fichier, potentiellement, tu as perdu une update. Et pareil, si tu fais deux renames qui sont en même temps sur le même file, sur le même numéro de version, par exemple, plutôt qu'un link, eh bien, potentiellement, voilà, tu n'as pas forcément moyen de savoir qui était le premier à avoir réussi à faire le rename. Rename ne dit pas si tu avais déjà un... D'accord. Et si tu penses que ça marche à la place de link, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a d'autres questions? Cool. Du coup, je propose qu'on enchaîne avec Benjamin. Merci beaucoup. Très heureux d'être là parmi vous. Très heureux que les GitHub Rust reprennent. On se revoit tous ensemble en chair et en os. Toujours un plaisir. Et du coup, merci à Stockly qui organise tout ça, une main de maître, si je peux dire. Du coup, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de WebAssembly, mais pas de WebAssembly côté front, parce qu'on entend parler souvent et qu'on en a assez, mais plutôt WebAssembly côté back-end, autre chose que du WebAssembly qui tourne dans le browser. Et en plus de ça, il y aura du Rust avec, parce que le Rust, c'est cool, et en plus, c'est le langage de mieux supporter pour faire du WASM, donc autant en profiter. Je me présente rapidement, Benjamin Kounen, je suis belge, pour ceux qui ne situent pas trop la Belgique, c'est le pays qui devait gagner la Coupe du Monde en 2018. Ça, c'est une autre histoire, mais on peut en débattre longtemps. Non, mais je plaisante, on vous l'a donné. Mon Twitter, Benji25, je parle pas mal de Rust et de WebAssembly et de l'aspect autour des compilateurs et tout ça. Et je bosse chez Apollo, il y a une petite équipe qui font du Rust chez Apollo, ça existe, il n'y a pas que du JavaScript, et qui fournit du tooling autour de GraphQL pour que ce soit très performant, pas comme en JavaScript. Alors, oula, laissez pas tomber la petite fontaine. Du coup, de quoi on va parler? On va parler de l'historique vite fait de WebAssembly. Je vais essayer de tenir les 20 minutes. On va parler de la spec en soi de WebAssembly, parce que tout le monde voit ça comme, je sais pas, comme un outil ou une technologie, mais ça reste une spec, un langage, un assembleur. On va parler un peu de l'écosystème et des cas d'usage qu'on peut en avoir côté back-end, pour pas qu'on ne parle que du front, parce qu'on ne parlera pas du front forcément. On va parler des outils et des livres, et on va passer à un petit côté exemple, effet de Go, tout ça. Alors, côté historique, la première version, elle a été créée en 2015, c'est créé et maintenu par le W3C, parce qu'à la base, ça a été créé pour pouvoir exécuter du code autre chose que du JavaScript dans le browser, et que ce soit plus performant que JavaScript. Pourquoi plus performant? Parce que déjà, c'est un assembly, donc déjà c'est plus restreint au niveau des instructions, donc on n'aura pas la partie parsing qu'on a en JavaScript quand on va lancer JavaScript. Ensuite, il n'y a pas de garbage collector, donc on n'aura pas ce coup de garbage collector, c'est un langage à pile, on va voir juste après. Et du coup, à la base, c'est plutôt maintenu, ça a été plutôt poussé et maintenu par Mozilla, qui a un peu lâché l'affaire, je dirais. Et maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs autour de ça, comme Google. Il y a Fastly, et je pense qu'il y a pas mal AWS aussi qui pousse. Fastly, ils poussent pas mal parce qu'ils ont embauché l'équipe de Mozilla qui bossait autour de WebAssembly. Ils ont pris toute l'équipe et ils l'ont pris chez Fastly. Et du coup, eux, c'est pour lancer dans des workers, faire du edge computing et tout ça avec du WebAssembly. Donc plutôt des use cases côté backend, et eux, du coup, ils essaient de pousser un peu plus la spec
qu'elle soit évoluée un peu plus côté back-end que juste front-end. Ce qui est plutôt cool, et en même temps, ils essayent de plier un peu le système de base. Mais c'est intéressant. WebAssembly, si on parle de WebAssembly, du coup, c'est un assembleur. Là, par exemple, on a un petit module WebAssembly avec une fonction add qui prend deux paramètres, integer32 et un résultant integer32. Ce qui est bien avec le WebAssembly, c'est que c'est plus ou moins lisible et compréhensible par le commun des mortels, mais rassurez-vous, c'est très rare quand on en écrit nous-mêmes, sauf si on aime se faire du mal, ça existe, et je ne juge pas. Et donc, c'est pour ça que généralement les gens qui font du WASM, en fait, ils voient pas ce qui se passe derrière, ou ils voient même pas cet aspect-là. Ils se disent juste, je fais du WASM, ça compile dans un truc, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça s'exécute dans mon browser et je suis très content. Et il paraît que c'est ultra performant, donc on va utiliser ça. Sauf que non, on verra par après que ça ne marche pas comme ça. On va justement parler un peu d'aspect. Si par exemple ici, j'essaie de faire une opération qui est 5 plus 2, qui va normalement me donner 7. C'est assez simple. Comme je disais, WASM, c'est un langage à pile. Donc on a une pile partagée et on ne va pas passer des arguments, on ne va pas utiliser des registres pour mettre les réponses ou des paramètres aux arguments dans des registres. Tout passera par la stack partagée. Et donc par exemple, quand on va faire un add, la réponse ira dans la stack et il ira chercher ses paramètres dans la stack. On va le voir juste là maintenant. On a une première instruction qui s'appelle i32.const5, ça dit juste met le numéro 5 qui est un i32 dans la stack. Donc là on a l'exécution de ces instructions. On a un i32.const2, donc pareil, si vous avez suivi, ça met 2 i32, enfin ça met le chiffre 2 qui est en i32 dans la stack, et ensuite, petit trick, attention, c'est facile à suivre. On a un i32.add qui dit de faire une addition entre deux i32. Qu'est-ce que dit l'aspect de WASM? Ce qui est bien avec l'aspect de WASM, c'est qu'elle est plutôt bien faite. Après, c'est mon avis, mais je la trouve plutôt bien faite. Et ce qui est aussi marrant, c'est que du coup, vu qu'elle est bien documentée, vous pouvez facilement, si vous voulez vous amuser sur votre temps libre ou le week-end, à implémenter votre propre runtime WASM. C'est assez simple à faire dans n'importe quel langage, parce que c'est bien documenté. Et comme il n'y a pas beaucoup d'instructions, on sait facilement l'implémenter. Bon, après, il y a des petits soucis d'optimisation à faire et tout ça, mais ça, c'est pas le dimanche soir et le soir qu'on fait ça. C'est quand on est payé pour le faire. Donc ici, l'instruction add, elle indique que, en fait, la norme indique que on va prendre les deux derniers éléments qu'on a mis dans la stack, on va les additionner ensemble et la réponse, on va la mettre dans la stack. Donc tout à l'heure, on avait 5 et 2, on les a ajoutés, ça fait 7. Donc on se retrouve avec 7 dans la stack. Et en clair, c'est comme ça que tout fonctionne en WASM, ce qui est assez simple, au runtime, tout passe par la stack. Donc ça, c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas juste se dire en fait c'est magique WebAssembly et comment ça fonctionne. C'est aussi important de savoir comment ça fonctionne pour comprendre les limitations de WebAssembly. En WebAssembly, on a 5 types. Là, si vous savez bien compter, il n'y en a que 4 parce que j'en ai oublié un et c'est pas moi qui fais le design donc je ne le modifie pas, mais il manque le i32. Mais du coup, il y a 5 types, ce qui fait que quand on manipule une string ou une structure un peu plus évoluée en JavaScript, qu'on veut essayer d'envoyer vers du WASM, eh ben, il faut la transcrire en i64 ou des choses comme ça, ou dans des pointeurs vers des endroits mémoire dans notre mémoire WASM. C'est pour ça que souvent j'ai entendu des gens qui disaient j'avais des problèmes de perf dans mon application front-end, j'ai vu que WASM était plus performant et donc j'ai tout mis en WASM, et en fait c'est toujours aussi pété. C'est parce qu'il y a le coût de transfert entre le WASM et JavaScript pour faire l'encodage et tout ça. Ça a un coût, donc en fait, parfois le WASM c'est bien côté front-end, ça dépend des use cases. Voilà, c'était le secret. C'est tout pour moi, bonne journée, au revoir. C'est pas fini. Pourquoi en fait on parle pas souvent de cette syntaxe qu'on a vue là? Parce qu'en fait, généralement, quand on compile en WASM, je vous ai un peu menti, c'est pas un fichier WASM que je vous ai montré, c'est un fichier .wat. Le .wasm, c'est un format binaire qui est lisible et donc vous n'allez pas vraiment vous attarder dessus. Le .wat, qui est du WebAssembly texte,
il est lisible comme on l'a vu. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on a des petits outils genre wasm to what qui va prendre un fichier wasm et qui sait le transformer en un fichier .wat pour voir ce qu'il y a dedans. Si un jour ça vous intéresse et que vous faites du wasm chez vous et que vous dites ah mais en fait qu'est-ce qui me met dedans et comment ça fonctionne, j'ai envie de me faire du mal et lire du wasm, eh bien utilisez cet outil. Quelques cas d'usage côté back-end, parce que front-end il y en a quelques-uns, mais moi c'est pas mon idée de m'attarder là-dessus aujourd'hui. Quelques cas d'usage assez intéressants, c'est par exemple un function as a service. On en voit de plus en plus des genres de function as a service en wasm. Pourquoi? Parce que déjà il y a plusieurs langages qui compilent vers du wasm, c'est cool, et en plus de ça on verra juste après, le wasm c'est très sandboxé, donc on n'a pas accès à des color ISO, on n'a pas accès à accéder aux disques ou des choses comme ça, des IO quoi. Donc c'est très sandboxé, donc c'est très bien si on permet aux gens d'exécuter du code sur notre infrastructure, c'est très bien que ce soit sandboxé. Il y a pas mal d'utilisation dans la blockchain pour les smart contracts. Toujours même idée, hein, on peut développer dans n'importe quel langage, et en plus de ça, on permet de faire des bindings un peu comme on veut au niveau de la blockchain avec le runtime wasm. On peut aussi, comme une autre use case, créer des modules WebAssembly pour les exécuter depuis d'autres langages. Par exemple, imaginons vous avez des librairies qui font de la cryptographie, par exemple, et vous voulez les utiliser dans d'autres langages. Vous les avez développés en Rust et vous n'avez pas envie de vous emmerder à les redévelopper dans d'autres langages. Eh ben, vous pouvez très bien compiler ça vers du WebAssembly et réutiliser ça dans d'autres langages. Ça se passe parfois mal. On va y revenir après. Aussi, dans la même idée, création de plugins pour étendre des outils. Par exemple, imaginons, c'est quoi le truc qui marche pas en JavaScript là? Webpack. Si on veut faire des plugins Webpack dans d'autres langages que JavaScript, on pourrait se dire, en fait, Webpack il accepte des modules WASM et ça pourrait être cool. Et voilà, c'est un exemple de plugin qu'on pourrait faire pour étendre des outils. Et un autre exemple, ça c'est un truc que j'ai eu à faire dans une de mes boîtes précédentes, c'est qu'on a utilisé le WASM comme une représentation intermédiaire pour un compilateur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en clair, quand on fait un compilateur, on a à chaque fois des représentations intermédiaires. Par exemple, Rust, il va compiler dans une représentation intermédiaire qui est compliant avec l'IR de LLVM, qui va, elle, après, permettre de pouvoir compiler sur différentes architectures. Et donc, WASM pourrait très bien être vu comme une représentation intermédiaire, c'est ce qu'on a fait. Si ça vous intéresse, on peut en parler après, mais je n'ai que 20 minutes, et on m'a dit de les respecter. Alors, côté outils et librairies. Petite liste non exhaustive. Là, côté front-end, j'ai juste mis V8 parce qu'on s'en intéresse peu. V8, ça va être, c'est le runtime, enfin, c'est capable d'exécuter du JavaScript, mais aussi du WASM, et c'est aussi un peu plus optimisé que les autres runtime pour en fait discuter entre JavaScript et du WASM, ce qui est logique en soi. Et côté backend, on a pas mal des runtime, on a quand même deux qui sortent un peu du lot. C'est Wasmer et WasmTime. Wasmer, la différence entre Wasmer et WasmTime, je dirais, d'expérience, c'est que WasmTime, c'est l'équipe qui a été réembauchée de Mozilla par Fastly qui s'en occupe, qui est autour de la Bytecode Alliance, qui est en fait une alliance qui bosse pas mal autour du WASM, et donc qui est aussi pas mal dans le comité de l'aspect de WASM, et donc dans WasmTime, s'il y a des nouveaux trucs dans l'aspect de WASM, on va les trouver plus rapidement dans WasmTime. Par contre, Wasmer, il fournit beaucoup de SDK, beaucoup d'ouverture, leur API est plutôt bien foutu pour en fait discuter avec d'autres langages et l'utiliser en Rust dans notre propre projet, ce qui n'est pas le cas en WasmTime parfois. Voilà, si je fais une différence. Et on a W3, ne me demandez rien là-dessus, je sais pas, il fallait que je mette un troisième logo. Voilà, et il y en a beaucoup plus en plus. Mais les deux principaux c'est WasmTime et Wasmer. Alors, on revient au WASM. Tout à l'heure, je disais que c'était très pratique, par exemple, pour du function as a service, parce que c'est un environnement sandboxé. Donc, il faut savoir que quand je dis que c'est un environnement sandboxé, ça veut dire qu'ici, on a notre WASM qui tourne dans le runtime. Le runtime, j'ai représenté par cette petite puce qui ressemble à un microprocesseur, et qui pourrait être Wasmer ou WasmTime, pour le coup. Et du coup, quand on exécute du WASM, en fait, on n'a pas accès
accès aux I/O, donc pas accès au file system, pas accès au réseau. Ce qui est un peu chiant hein, quand on veut faire du functional service qui discute avec de l'HTTP ou des choses comme ça. C'est assez chiant. Du coup, ils s'en sont rendus compte qu'en fait, plus on voulait utiliser côté backend, plus il fallait un peu faire évoluer l'aspect et plier un peu le truc. Ils ont sorti WASI, WASI, qui veut dire The WebAssembly System Interface. Qu'est-ce que ça fait, WASI? En fait, c'est un genre de API qui va dire, ok, à chaque fois que, c'est une spec, à chaque fois que j'utilise, que j'appelle un FD open, donc file descriptor open, ou des choses comme ça, des appels système, ça va appeler des fonctions externes depuis mon WASM. Donc en fait, le compilateur va s'occuper de, ok, je vois qu'on appelle un file system, je vais remplacer ce call par un call vers une fonction externe qui est en fait décrit dans l'API de WASI. Donc je ne connais pas tous les prototypes de fonctions dans WASI, mais en clair, c'est juste des prototypes de fonctions qui disent ok, pour un FD open, ça va appeler cette fonction externe, ce call externe, avec ce prototype-là. Un call externe en WASM, en clair, c'est un genre de binding, c'est-à-dire que ça appelle une fonction qui n'existe pas dans notre WASM, mais qui va être déléguée au runtime, qui va dire coucou, je veux appeler cette fonction avec ce prototype, est-ce que tu connais cette fonction avec ce prototype? C'est le runtime qui prend la suite, et du coup, c'est au runtime à implémenter ces prototypes, ces fonctions WASI directement au sein du runtime. C'est pas directement dans la spec WASM, c'est au runtime d'implémenter ces fonctions. C'est pour ça que avant, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais avant on pouvait dire t'exécutes WASMer sans WASI ou t'exécutes WASMer avec WASI d'instancier. Et on va le voir juste après dans l'exemple, c'est que si on n'a pas WASI et qu'on essaye d'appeler une IO, par exemple avec WASMer, c'est juste ça drop vers /nul, ça fait rien, ça fait limite, ça fait pas d'erreur en fait. Ça part dans les oubliettes. Alors, petit exemple. Alors, ça va être compliqué. Excusez-moi pour le bruit. On va essayer de changer le thème pour que ce soit plus visible pour vous. Hop. Et on va essayer de... C'est pas plus visible? Attends. Est-ce que tout le monde voit là? Au bout? C'est bon? Magnifique, je vois des pouces en l'air. Du coup, petit exemple, on va utiliser sans WASI. Bon là, il y a plein de trucs commentés, mais on s'intéresse à la partie non commentée. Donc, j'ai mon petit projet Rust avec une fonction qui s'appelle _start. Et dans mon cargo.toml, je dis que c'est une lib de type CDYLib et staticlib. Et j'ai cette fonction, et ce nomangle veut dire en fait tu vas pas me renommer cette fonction par une fonction A pour essayer de mettre moins de caractères ou d'optimiser, tu me gardes le nom de cette fonction. Donc si je fais pour compiler du Rust en WASM, on fait un cargo build, hop, et là je dis comme target wasm32 unknown, c'est-à-dire que c'est juste du wasm32, il n'y a pas de WASI. Est-ce que vous voyez en bas là? Non, vous ne voyez pas en fait. Faut le dire les gars, faut suivre. C'est bon ou pas? Vous voyez? Ok, magnifique. Donc ça, je lance. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me compiler ce petit fichier avec ce start. Ça va me le mettre dans target, wasm32, debug. Et j'ai ce fichier wasm qui, si je l'ouvre, est illisible, mais j'ai un équivalent de fichier WAS que j'avais fait avant. Et on retrouve bien les petites instructions que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon, il y en a plein parce qu'en fait, indirectement, il prend la librairie standard parce que si on regarde dans mon livre, j'ai fait un println coucou. Donc ensuite, pour exécuter ça, on va pas mettre WASI, on va mettre unknown. Donc je l'exécute en prenant le fichier wasm avec le wasmer. Donc si je l'exécute, normalement, il est censé m'afficher coucou. Pourquoi j'ai appelé ça _start? C'est parce que c'est la fonction l'entry point de wasm et d'autres trucs par défaut. Donc là, on voit rien, on voit rien. Faut que je mette. Et voilà. Donc là, je vais wasmer, hop, je remets unknown.
si je l'exécute, en fait, il est censé m'afficher coucou, et pourtant il ne m'affiche pas coucou, et pourtant il ne me met pas d'erreur. C'est pas mon clavier de vote. Donc je cherche de là. Mais bon, il ne met pas d'erreur parce qu'ici il met une petite flèche verte. Croyez-moi, c'est pas grave. Sinon il mettrait une flèche rouge. D'ailleurs, pour vous le prouver, allez, on va mettre un panique. Donc là, en fait, il était censé m'appeler coucou, sauf que c'est un IO, et donc en fait, il drop vers /dev/nul, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on a compilé vers une target qui n'était pas WASI, donc qui n'ouvre pas, qui garde cet environnement sandboxé. Et là, j'ai mis un panique, on voit bien qu'il panique, et que vous ne voyez pas forcément, c'est en bas, que ma petite flèche est rouge. Donc ça, c'était pour l'aspect sandboxé. Si maintenant, je veux vous montrer l'aspect non sandboxé, on va changer un peu. Je ne vais plus en faire une lib, je vais en faire un exécutable avec un main. Je vais vous montrer le main tout de suite, c'est juste un println hello. Et donc je vais devoir commenter cette petite chose. Si je retrouve mes touches de mon clavier. Voilà. Hop, et là, du coup, au lieu de faire wasm32, la target wasm32 unknown, on va dire WASI. Donc ça veut dire qu'il va prendre en compte ces appels systémiques. Donc là, je build, je me relance wasmer avec cette fois le wasm WASI généré. Et là, il m'affiche bien hello. Magnifique, c'était très compliqué. Donc ici, on a un println hello. Donc là, c'était pour vous montrer l'aspect sandboxé et pas sandboxé de WebAssembly quand on l'exécute côté backend. Tout ce que j'explique, encore une fois ici, s'adapte au côté backend parce qu'on ne peut pas utiliser WASI côté front-end, à ce que je sache. Alors, je vais garder le micro comme ça, c'est pas mal. J'ai l'air d'un crooner. Alors, ici, je vais vous parler des bindings, donc l'utilité par exemple de faire, par exemple, j'ai ma petite lib crypto qui est très compliquée. Ici, ma lib crypto, ou ma lib très compliquée à écrire, elle fait juste une concaténation entre deux strings et me retourne cette concaténation. Et je veux faire l'utiliser, c'est du code que j'ai écrit en Rust, qui a été compilé en WebAssembly, je vais l'utiliser dans du Python. Comment ça se passe? La partie bête et méchante, ici j'ai une cube externe C, donc j'expose avec l'API C la fonction concat. Qui va compiler vers un truc comme ça en WebAssembly. Déjà on peut se rendre compte que à gauche ici j'ai un first et un second, j'ai que 2 paramètres. Ici j'en ai plein. Pourquoi? Parce que en fait lui, comme je disais tout à l'heure, on avait que 5 types scalaires. Et ben, lui il va convertir ça avec des pointeurs. Donc on va avoir un pointeur vers le début de la première string, la longueur de la string, et pareil pour la deuxième. Et pareil pour les paramètres de retour, du coup on ajoute des paramètres parce que, en clair, en WebAssembly, on ne peut pas faire de retour multiple. On ne peut retourner qu'un élément. Et donc le trick qu'ils font, c'est que en fait, les retours, ça va être des pointeurs dans les paramètres qu'on lui passe. Donc, le résultat sera passé par un pointeur qu'on lui passe en paramètre. Et si je veux utiliser ça dans Python, là c'est marrant, donc si je veux utiliser ça vraiment de façon raw, à la mano, il va falloir écrire des trucs comme ça. Donc là, on voit que j'appelle mon self.concat avec un caller avec mes pointeurs qui pointent vers de la mémoire dans mon WebAssembly, avec la longueur. Ensuite, je récupère mon retour de fonction, je le load, je le transforme, je le décode, tout ça, bref. C'est l'enfer. Moi, j'aime pas trop me faire du mal, donc j'ai pas trop envie de faire ça. Et donc, heureusement, ils ont inventé un outil, l'équipe de Fastly, du coup, avec la Bytecode Alliance, qui s'appelle WithBindGen. Et comme son nom l'indique, avec BindGen, ça génère des bindings. On reprend toujours la même fonction sur la gauche, sauf que maintenant, c'est un peu comme en gRPC, on a un fichier qui décrit, en fait, qui a un contrat qui décrit un peu la fonction qu'on va devoir utiliser et binder dans notre Python. Ici, du coup, c'est avec un format qui s'appelle WIT, WIT. Et qui, ici par exemple, on décrit que c'est une fonction qui prend en premier une string, en deuxième une string, et qui retourne une string. Et avec cet outil WithBindGen, il va regarder ce .with, et il va générer un fichier bindings.py. Et nous, en fait, après, on aura juste à appeler ce fichier bindings. Ici, on a bindings.input. On va appeler input, et
coup, dans notre input, on va retrouver concat, on doit juste lui filer le store, c'est un truc qu'on a auparavant créé, instancié, qui est par rapport au runtime Wasm, et on lui passe les deux paramètres tels quels, on ne doit pas faire de conversion de pointeur et tout ça, tout est automatiquement généré dans ce fichier bindings. Pourquoi j'ai un store et tout ça? Parce que si on regarde comment ça se passe au niveau de l'exécution de Python, j'essaie d'accélérer, je ne sais pas si je suis out of time ou pas, mais en fait on a du Wasm, on a un runtime Wasm qui va s'exécuter depuis Python. Donc en fait ce qui se passe c'est que ça ne va pas s'exécuter directement dans Python, c'est que ça va instancier un runtime Wasm, exécuter le WebAssembly et discuter avec le Python, avec les pointeurs mémoire et tout ça qu'on a vu tout à l'heure, sauf que ici c'est l'autogénérique. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, Wasmer c'est pas mal pour faire ça parce qu'ils ont plein d'API, d'API pour directement se plugger dans Python, dans Java et dans plein de trucs comme ça. Donc ça c'est un petit plus pour Wasmer pour l'utiliser dans d'autres langages que Rust. Heureusement, ah oui, je sais pas si vous avez vu ici, mais on doit repasser par un système. Donc si je change cette fonction, je dois aussi changer ici. Et moi ça me saoule, je suis très paresseux. Et donc là c'est un petit peu d'auto-promo. J'ai fait une lib qui s'appelle WeGen en Rust, qui permet en fait juste d'annoter cette fonction et qui dit en fait qu'il va regarder cette fonction et qui va auto-générer lui-même le point 8. Et donc je génère un point 8 qui lui-même génère les bindings. Mais comme ça au moins je ne change qu'à un endroit et j'ai pas à m'emmerder à gérer deux versions et tout. Et donc ça s'appelle WeGen, et il y a juste à lancer Cargo WeGen Generate, et hop, ça fait tout pour vous. Et c'est pas mal, et ça va être l'instant démo très rapide. Instant démo, qu'est-ce que je voulais montrer? Je repasse en mode lib, parce que là du coup, on ne veut pas un exécutable, on veut une lib qu'on utilise dans un autre langage. Pour rappel, Python. Je ne fais pas du tout de Python, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, et vous allez voir que ça marche. Du coup, je reprends mon lib.rs. Ça, en soi, on s'en fout un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce fameux with-bindgen et je vais utiliser en même temps, non pas ça, je fais n'importe quoi, et je vais utiliser en même temps WeGen, ma lib, là, le truc que j'ai mis là, pour ne pas me casser la tête à devoir écrire moi-même ce point 8. Donc comment ça se passe? Ici, ce qu'il fait Cargo with-bindgen, c'est qu'il permet de prendre mon fichier with qui est ici avec ma déclaration de fonction et tout ça. Il le prend, il va générer du coup lui-même des structures, c'est un peu à la gRPC comme on fait en Rust. Et du coup on a juste à implémenter la fonction qui va bien qui s'appelle concat du coup parce qu'il l'a généré depuis le point 8. Et moi du coup j'appelle ma fonction concat dedans. Et si jamais je change ici, en fait, ça va régénérer un point 8 qui va rechanger aussi là, et donc ce qui est plutôt pratique. Donc là, je génère, si je le génère, en fait, on va voir qu'il va me créer un WeGen.8 ici, c'est très bien, par rapport à ce que j'ai annoté dans mon lib.rs. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le with-bindgen, qui est une CLI, qui va prendre... on va se mettre dans Python, tiens. On va se mettre dans le directeur Python, qui va prendre, en fait, qui va dire ok, ça va tourner sur WasmTime Python, donc c'est un runtime exprès pour Python fait par WasmTime pour pas utiliser que Wasmer, et qui va générer, qui va prendre l'input du point 8 et qui va générer ce fameux bindings.py. Donc là je vais prendre un petit risque. Ça ne fonctionnerait pas, mais je vais faire quand même, qui va me générer ce fameux bindings.py. Donc dans le bindings.py là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les trucs dégueulasses que je vous ai montré tout à l'heure, que vous n'avez pas envie d'écrire. Par exemple, la concat là, il va aller chercher des pointeurs et tout, le bazar. Hein. On n'a pas envie de faire ça. Du coup, j'ai un fichier main, on va dire, que j'appelle loader.python. Je ne fais pas de Python, hein, c'est ce qui va me configurer, donc là je dis que j'active WASI, que j'ai mon ACDR et tout ça, qui me configure mon linker et tout pour WasmTime, qui va me chercher le bon fichier .wasm que j'ai compilé en WASI, d'ailleurs que je vais recompiler avant de faire une connerie. Hop, on fait une target WASI, magnifique.
Et donc là, j'ai un nouveau fichier .wasm. Et là, je lui dis, bah, tu vas concat hello et world et tu vas me print la réponse de ce concat qui va être exécuté en wasm. Et donc, normalement, si vous suivez, ça devrait m'afficher hello world. Et ça m'affiche hello world. Magnifique. Je n'aurai pas l'expliquer. Donc tout ça pour dire que ça fonctionne, mais c'est pas encore très frais. Genre WIT, la spec là, WIT, elle change, à l'époque elle changeait toutes les semaines, là j'ai un peu lâché le truc, mais elle changeait souvent, donc pas très frais, ça fonctionne, mais de là à partir avec ça en production, bon, faut y aller avec des pincettes. Côté tooling, on a des trucs Wasm OBT qui optimisent le Wasm pour qu'il soit plus petit, Wasm to What, comme je disais tout à l'heure, qui prend un fichier Wasm pour le mettre en .wat, donc en fichier texte. Et mscripton qui permet de compiler du Wasm vers du JS Component, SMJS. Et c'est le moment où je vous remercie de ne pas vous être endormis. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup à nos deux premiers intervenants d'être venus et merci à tous d'assister à Serverless Meetup. C'est la deuxième édition d'Serverless Meetup et on est toujours très content de vous accueillir à Stockly. Petite précision, il y a ceux qui veulent rester plus après, il y a une pile de pizza qu'on servira après le. Et des bières. Donc enchanté, moi c'est Oscar. Je suis CTO à Stockly et aujourd'hui je vais parler de comment on essaye d'éviter des bugs. Enfin, évidemment, des bugs, ça va toujours arriver, mais ça devient de plus en plus important, surtout quand on est plusieurs à travailler sur le code, quand on atteint des dizaines, des centaines, voire des milliers de développeurs. Et on va voir quel process, quelles bonnes pratiques on peut mettre en place pour faciliter la vie des développeurs et passer plus de temps à faire de l'engineering qu'à juste des bugs. Tout d'abord, les bugs, ça va arriver. Les humains ont fait des erreurs, du coup, on écrit les bugs. On peut se dire qu'on est des très très bons développeurs, mais en vrai, il y a toujours des jours où on est fatigué. Ça va donc arriver, il va y avoir des erreurs. Ça peut arriver à cause de typos. Par exemple, vous laissez passer un point d'exclamation. En Rust, ça peut être assez game changer. Ça peut être parce que vous n'avez pas très bien compris l'interface d'une API ou d'une librairie, et donc ça ne se comporte pas exactement comme vous vouliez. Ou alors, ça peut être parce que vous supposez des états sur votre système informatique, et en fait, il n'est pas du tout dans cet état, et donc ça se comporte en rebelote, pas comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur comment on essaie de réduire les deux derniers. Donc, faire des interfaces qui permettent de réduire moins de chances d'être buggé et comment on se trompe moins sur l'état de notre système. Tout d'abord, ça c'est un des principes de code à Stockly. Il s'agit d'essayer de réduire l'espace des situations représentables. C'est-à-dire que les situations qui n'ont pas vocation à être dans la réalité ne doivent pas être représentables dans le système informatique. C'est pas toujours possible, mais Rust aide beaucoup à le faire. Et ceci, ça permet en fait de faire en sorte que le développeur ne puisse pas écrire le bug. Toujours, le meilleur bug, c'est le bug qui ne puisse pas être écrit. Typiquement, on va prendre un exemple à Stockly. Aujourd'hui, Stockly, c'est donc un réseau d'e-commerçants qui mutualise les stocks pour réduire les ruptures. On vend donc parfois sur des marketplaces. Sur ces marketplaces, on gère ce qu'on appelle le consumer service. Le consumer service, c'est des clients qui nous demandent alors, elle est où ma commande? Ça peut être parfois quand on est très mauvais, l'opérateur de la marketplace qui nous dit ce serait quand même pas mal que vous répondiez à ce client. Nous, un message, on peut l'envoyer soit à un consommateur, soit à un opérateur de la marketplace, soit au deux. Une interface assez naïve serait de faire une fonction, qui tout simplement prend 2 et 1, qui nous envoie est-ce que j'ai envie d'envoyer un message à mon consommateur et est-ce que j'ai envie d'envoyer un message à mon opérateur. À Stockly, on va essayer d'éviter ce genre de fonction, simplement parce que si on envoie false, ça n'a pas de sens. Le message ne peut pas. Dans ce cas, on arrive à une erreur. Bon, si jamais on a catch notre erreur, pas si grave, mais c'est quand même plus relou,
Parce que souvent, en fait, on ne va pas souvent lire false false. On va recevoir des arguments d'une autre fonction, ça va descendre, on ne sait pas trop ce qui se passe, et ensuite, bah, on se retrouve dans des résultats plus chelous. À la place, on peut essayer de réduire l'espace des possibles, et donc, grâce à Rust, utiliser un ennemi. Typiquement, je peux envoyer un consommateur, je peux l'envoyer un opérateur, ou je peux l'envoyer aux deux. Grâce à cette représentation, ça nous permet, on n'a que 3 possibilités, comparé à 4 ici, si jamais on avait une implémentation naïve. Pour ça, on a plusieurs guidelines qui nous permettent d'implémenter ce principe. Tout d'abord, il s'agira de décorréler les champs des structures et les fonctions des arguments. À chaque fois que vous avez une corrélation entre 2 arguments d'une même fonction, ou 2 champs de structure, vous ouvrez la possibilité à un développeur de d'écrire quelque chose d'incohérent. Donc après, ça peut être checké, mais c'est toujours plus simple si ça ne l'est pas. Il faut se dire notamment qu'on est dans un marché de tech relativement tendu, et donc on va recruter beaucoup de personnes, notamment des juniors, et en fait, être capable de réduire les stress possibles, réduire tout simplement explique plus facilement aux nouveaux de l'entreprise quel est vraiment l'état des possibles. Deuxième point, éviter des choses qui sont state dependent. Ça, bon, c'est un peu chiant. State dependent, parfois on n'a pas le choix, mais si on peut l'éviter, on peut. Stockly, on est dans le web, on est dans le e-commerce. Vous pouvez presque tout le temps, quand vous faites du web, éviter du state dependent. Et enfin, réduisez les possibilités de typage grâce à Rust. Et Rust a un système de type assez complexe qui nous permet de le faire. Deuxième point, je vais un tout petit peu vite parce qu'on a dépassé avant. Deuxième point, il s'agira de séparer ce qu'on va appeler des fails des internals. À ce prix, on a détecté qu'une fonction souvent avait 3 outputs possibles. Un premier output, mon code n'a pas fonctionné. Je crée ce qu'on va appeler une erreur interne. Ça, c'est-à-dire que je dois aller changer le code. Un développeur doit aller regarder et aller changer le code. Un deuxième output possible va être que le code a tourné comme vous voulez qu'il tourne, mais n'a pas pu produire le résultat estimé, voulu, car l'état sous-jacent était incorrect. On a appelé une fonction alors qu'on ne devait pas l'appeler. Et enfin, tout s'est très bien passé et je récupère ma valeur. À ce moment-là, on représente ça sous forme de result, ce qu'on a appelé result 2. On va avoir dans la value au premier niveau, dans la variante R, une internal error, et dans le cas OK, c'est-à-dire le code s'est bien passé, soit le code s'est bien passé et je n'ai pas produit la valeur que je voulais, soit le code s'est bien passé et j'ai produit la valeur que je voulais. Prenons un exemple. On souhaite enregistrer une annulation d'une commande. Si vous avez déjà acheté sur Internet, vous savez que vous pouvez annuler votre commande. Vous avez un serveur qui enregistre vos annulations. Et ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Typiquement, on reçoit une valeur incohérente de la base de données. Donc là, on ne s'attendait pas. Le schéma de la base de données n'est pas en cohérence avec ce que mon serveur attend. Je m'attends à une chaîne de caractères, j'ai reçu un entier, j'ai reçu une valeur nulle, je m'attendais à ce que c'était pas null, je crache une erreur. Deuxième point, en fait, la commande peut être déjà annulée. Si jamais vous offrez des API aux zones publiques, vous n'avez aucune garantie que les personnes ne vont pas l'appeler alors que votre commande est déjà annulée. Dans ce cas-là, on va répondre ce qu'on appelle le fail, dire moi j'ai bien fonctionné, j'ai fait mon check et je ne vais pas faire l'annulation parce que c'est déjà annulé. Ou alors, on peut avoir la value, et dans ce cas, on aime bien envoyer un token de preuve qu'on a bien fait ce qu'on a fait, et dans ce cas, on renvoie souvent l'identifiant de cette annulation. On va regarder maintenant aujourd'hui, on va se focus sur comment on gère les fails et les petits helpers qu'on a fait pour traiter nos fails. Tout d'abord, on a fait une macro qui s'appelle TrailerWrap. Celle-là est disponible, c'est une toute petite clé qui s'appelle TrailerWrap S, parce que quelqu'un avait déjà pris le nom de TrailerWrap, S pour Stockly. Cette macro TrailerWrap, elle permet quand je reçois
une erreur, je prends une fonction qui renvoie un result, et dire, bah, ok, bah, si j'ai ma valeur result, je veux extraire, comme l'ancienne macro try de Rust, pour ceux qui se rappellent avant le point d'interrogation. Soit, en fait, c'est pas une erreur interne que j'ai reçue, c'est une erreur de validation. Par exemple, j'ai voulu vérifier qu'on m'avait envoyé une chaîne de caractères non vide. Et dans ce cas-là, je ne veux pas faire remonter une erreur parce que je ne veux pas envoyer une erreur interne, mais je veux wrapper pour envoyer OK de erreur de ma chaîne de caractères aurait dû être non vide. Et enfin, on a fait un trait qui s'appelle Result 2, qui, des versions précédentes de ce trait sont accessibles sur la tracking issue de Result Flattening, spécifiquement pour celle-là, parce que ça s'appelle des warnings, une fois que vous voulez stabiliser flatten, qui permet tout simplement de gérer. Et vous pouvez voir qu'on a trois types, type V qui est la value, le type E qui est l'erreur, souvent l'erreur interne, et le type F qui est le type fail. Ça permet de notamment traiter comment on flatten. Flatten est le point le plus important, c'est que quand vous avez une erreur, vous pouvez choisir ce que vous faites dedans. J'ai reçu que j'ai pas pu faire. Si j'ai pas pu faire, souvent il y a trois cas possibles que vous pouvez faire. Vous pouvez dire en fait c'est bizarre que j'ai ce fail parce que j'avais vérifié que ce fail n'existait pas avant. Par exemple, si votre fonction était je vérifie que ma commande n'est pas annulée et ensuite j'annule, c'est pas très bonne pratique mais vous pourrez le faire. Dans ce cas-là, si vous recevez comme fail ma commande est annulée, vous allez renvoyer une erreur interne. Pourquoi vous allez renvoyer une erreur? Parce que au moment où vous écrivez votre code, vous êtes relativement serein que vous avez relu, vous avez fait votre check, donc là ça a fonctionné. Par contre, 6 mois plus tard, quelqu'un va modifier les 10 lignes dessus là où vous avez fait votre check, et votre nouvelle fonction étant 10 lignes en dessous, il ne va pas vérifier que, potentiellement, mon erreur était déjà annulée. Et donc là, vous voulez renvoyer des erreurs pour dire, vous avez oublié de faire ce check-là. Vous pouvez sinon dire, ok, je fais un fail, je remonte le fail, parce que j'ai vu avec la valeur try or wrap. Et enfin, vous pouvez dire, je peux retomber sur mes pattes. Par exemple, si jamais vous exposez une erreur interne, vous pouvez dire, ok, c'est pas grave, j'ai pas très envie de te dire que ma commande était déjà annulée, je vais juste te renvoyer l'ID, et comme ça je flatten en disant, soit j'ai pas marché, soit je te renvoie l'ID. Alors, on va faire un exemple de pourquoi c'est cool. Ici, on a donc, sur la gauche l'implémentation d'une fonction très classique à Stockly, d'une API très classique. Ce que ça fait, c'est ça prend un EAN et ça va l'enregistrer dans un de nos entrepôts pour dire attention, cet EAN va bientôt arriver chez toi. Quand ça marche, relativement facile, on a une requête qui arrive, qui est une requête register barcode, et on va d'abord la valider avec ce train to. Ce train to, il va vérifier typiquement ce que j'ai dit, qu'on ne m'a pas envoyé des trucs complètement nuls. Par exemple, des chaînes de caractères vides ou des chaînes de caractères beaucoup trop longues. Donc pourquoi on vérifie souvent que c'est non vide? Parce qu'on utilise du gRPC. Le gRPC met des valeurs par défaut partout. Et donc en fait, ça arrive, si vous avez oublié un argument, dans gRPC, ça vous donne l'argument par défaut. En l'occurrence des chaînes de caractères. Ça va un peu forcer à tout valider. Ce train to valide, et là vous voyez que je vais le try or wrap. C'est-à-dire que si jamais j'ai une erreur de validation de ma donnée, j'ai pas envie de renvoyer une internal error, j'ai envie de renvoyer du string 404, qui va être ce qu'on appelle ici le RPC result, en disant OK de error, ta chaîne de caractères n'est pas valide. Vérifie ton appel. Et ce sera au développeur qui a codé l'appel de changer son code. Ce n'est pas à ce code-là de changer. Et ensuite, on envoie la fonction applicative qui, elle, va gérer la connexion avec notre entrepôt. Potentiellement, j'ai une erreur interne, ce qui me permet de faire relever cette erreur interne. Et ensuite, potentiellement, j'ai une erreur. Ça se trouve, Jamalog, il avait déjà cette EAN, potentiellement. On lui avait déjà envoyé, il me dit, tu m'as déjà fait. Parce que là, je peux renvoyer une 403 ou une 404. Cette séparation en trois types, elle est arrivée du fait qu'on avait envie de faire des choses différentes quand on est en fonction de ces différents types de résultats. Internal result, à Stockly, on a grosso modo envie d'envoyer un maximum de données sur l'état courant du système et de pourquoi ça brûle. On a envie d'envoyer une description assez claire de je m'attendais à ce que ce truc-là n'arrive pas parce que ce truc-là. Il
L'idée là, ça va être d'optimiser le temps de debug et pas du tout le temps de compute. Les internal errors, on peut supposer que ça arrive relativement peu fréquemment et ça coûte beaucoup moins cher de payer des serveurs que de payer des développeurs. Et donc là, on va donner un maximum de données. Quand on a un fail, on va plutôt renvoyer la donnée structurée pour permettre à l'application de soit retomber sur ses pattes, soit décider d'afficher de manière plus ou moins structurée, plus ou moins jolie à l'utilisateur pourquoi son input n'est pas correct. Et sur la value, la value, on va souvent voir. Vous avez à droite un cargo watch de ce code-là. Ce qui me permet de montrer de qu'est-ce qui se passe si jamais je suis un développeur plutôt junior, je vois, j'ai un rec train2, train2 c'est vraiment un result, ok, en fait j'utilise pas Trava parce que le réflexe en Rust quand j'utilise un result n'est pas d'utiliser Trava mais d'utiliser un point d'interrogation et je mets mon point d'interrogation. Que se passe-t-il? Eh bien ça ne compile pas, donc je ne peux pas me tromper sur à quel niveau je devais renvoyer. Vous voyez que ici le trait stderror, donc qui permet de calculer la stack trace, calculer plein de choses, n'est pas implémenté sur les fails. C'est un point très très important et qu'on ne va pas implémenter fail, ou en l'occurrence on utilise anyhow error maintenant, pour pas qu'on puisse convertir des erreurs, des fails en erreurs. Pour cela, là vous avez plutôt un exemple de comment on va forcer le développeur à utiliser ces fails. C'est-à-dire, typiquement, on est dans une fonction qui enregistre typiquement une décision d'une annulation. Si jamais on arrive ici, une fonction où on avait déjà vérifié, cette annulation existait déjà. On arrive ici, peut-être remonter un peu, hop. On arrive ici en disant, là, on m'a menti. Moi, j'avais dit que pour appeler cette fonction, ça devait exister. Et là, ça n'existe pas. Donc, je vais renvoyer une erreur interne. Bail renvoie une erreur interne qui dit, en l'occurrence, c'est pas le même bail que le failure. On l'a réécrit chez nous, mais on a gardé la nomenclature pour que ce soit proche. Pour dire que ça ne fonctionne pas. Ou alors, on a une chose, c'est typiquement ici, je peux décider de faire remonter mon erreur. Typiquement, je renvoie le OK est frappé en haut, je renvoie un OK de erreur de attention, j'ai juste remonté une fail. Je ne peux pas décider ce truc-là parce que c'est une annulation qui a été faite par Stockly. Quand Stockly est nul, on n'attend pas de décision, sinon on décide d'annuler, c'est annulé. Ou alors l'autre. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Magnifique. Pas de questions? Excellent. Il est à table. Merci à tous. Non. Quel est l'intérêt d'utiliser comme ça plusieurs résultats avec des internal errors et des erreurs clients par rapport à juste des paniques? Juste des paniques? Oui. Alors, tu as plusieurs. Tu as deux, trois raisons. Tout d'abord, c'est un peu plus facile à gérer. Tu as envie de pouvoir utiliser tes points d'interrogation et tu as vraiment envie de forcer tes développeurs à utiliser les fails. À la base, j'en ai sur on veut réduire les incorrect assumptions. Mais en fait, écrire les fails dans le type de tes fonctions, ça explique très clairement au développeur qu'est-ce qui peut foirer quand tu peux appeler cette fonction. Et donc ça rappelle à chaque usage de la fonction de est-ce que tu as vérifié ça? Ou alors, qu'est-ce que tu veux faire si jamais ceci arrive? Et c'est un des trucs que vous voulez garder. Rust il vous force à gérer tout ça, il ne les fait pas remonter par défaut. Et on aimait plutôt bien ça. Et donc je me suis dit, ok, on va forcer les développeurs à traiter les cas de fail et à au moins les lire. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Rapidement. Là, si j'ai compris, vous avez identifié un peu deux types d'erreurs différents, les erreurs internes et les erreurs interagir avec l'environnement, on va dire. Ouais. Le genre d'applicatif ne nécessite pas de changer ton code. Ouais, voilà. Et du coup, vous avez votre type nesté avec deux niveaux. Mais ça, c'est un peu fixé, ça a fixé un peu votre code tout le temps. Ça aurait été quoi l'avantage comparé? Choisir une solution avec un result seulement, mais dans ton erreur, c'est un type NM avec les deux sortes possibles d'erreurs.
Parce que du coup, tu peux augmenter. Ouais, tu as. Alors, tu peux quand même l'augmenter ici parce que souvent, donc l'internal error, c'est souvent un truc qui est de type internal error, qui capture une stack trace, qui capture un test, qui capture tout autre chose. Le type rate, c'est souvent un enum qui va expliquer les différentes raisons que tu peux payer. Tu peux encore l'augmenter. La différence, c'est que tu ne veux pas vraiment faire la même chose quand tu as un fail ou quand tu as une internal error. Quand tu as un call API et que tu as une internal error, tu as en fait envie juste de faire remonter ton internal error jusqu'à ta fonction pour envoyer une erreur 500 et report tout ce qui s'est passé à un système d'error reporting type Sentry. Quand tu as un fail, tu as envie que tes développeurs gèrent ce fail-là pour soit dire bah, ok, ça j'avais vérifié avant, j'ai pas besoin, ou alors dans ce cas je retombe à cette patte, ou dans ce cas je fais ça. Si jamais tu mets qu'un seul enum, tu as une grosse tentation de la part des développeurs de dire ah bon bah ça c'est bon, c'est ma DB qui ne répond pas, je fais remonter, ça je fais remonter, je fais remonter. En fait quelqu'un a ajouté un nouveau truc, et là il l'a pas traité. Et là tu ne l'as pas enlevé. Donc c'est une des manières de forcer l'usage, de forcer le traitement. Dans ce cas d'inciter à le faire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Eh bien,